Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Chamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. Lubumbashi et Matadi, ceci en vue de faciliter d'obtenir rapidement des informations de terrain afin de renforcer les capacités des agents et cadres du ministère de la Formation et du Métier en RDC. Cet atelier a été présidé par la ministre de la Formation professionnelle en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Nous y reviendrons avec force d'État dans les prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo est déterminée à assurer son statut de pays solution en vendant son image positive et présentant ses potentiels. C'est ce qu'a fait savoir la vice-première ministre de l'Environnement lors du briefing hebdomadaire animé conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Tingwe, porte-parole du gouvernement. On l'écoute, la VPM en charge de l'environnement. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi, le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au 3e round de consultation politique de Nairobi, présidé par Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de cette discussion, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Cette discussion avec les représentants des groupes armés et la société civile de province de l'Est du pays devrait aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. Et donc là de suivre la 3e étape des pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes armés qui ont repris hier lundi à Nairobi sous la supervision de la communauté d'Afrique de l'Est. Plusieurs responsables des groupes armés sont présents dans la capitale kenyane, excepté le M23 pour n'avoir pas obtempéré au préalable le cessez-le-feu exigé au sommet de Luanda. C'était un reportage de Patrick Michel Moukoui. La RDC est déterminée à assumer son statut de pays solution en vendant son image positive et présentant ses potentiels. C'est ce qu'a fait savoir la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, lors du briefing hebdomadaire animé conjointement par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Tingwe, porte-parole du gouvernement.
Notre participation à la conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la 27e conférence en Égypte, a été aussi un autre moment très important. Je dois souligner que autant au niveau international, il y avait des objectifs de cette COP 27, nous aussi, au niveau interne, nous avions nos objectifs. Au niveau international, prenons le cas de la présidence égyptienne, la COP 27 a été un moment important comme objectif, l'urgence d'honorer les engagements climatiques pris depuis Rio de Janeiro en 1992 jusqu'à Glasgow. Donc de 1992 jusqu'à l'année dernière, en 2021, nous devions absolument, au niveau international, tous les pays du monde, appliquer et mettre en œuvre les engagements que nous avons pris. La deuxième chose, c'était rehausser donc le niveau des ambitions climatiques pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète, la moyenne en dessous de 2 degrés, donc à 1,5 degrés Celsius. C'est un engagement global. Peut-être s'il y a des questions, on pourrait répondre. Ça, c'était les deux objectifs au niveau international. Mais pour nous, comme pays solution, République démocratique du Congo, nous avions 5 objectifs de notre participation et donc nous allons nous évaluer par rapport à ces objectifs. Premièrement, nous devions consolider le leadership environnemental et climatique de la RDC en tant que pays solution à la crise climatique. Deuxièmement, vendre une image positive du pays à travers notamment le pavillon RDC. Troisième objectif, c'était participer activement à défendre les positions de la RDC aux négociations. Et quatrième objectif pour nous, c'était contribuer au renforcement de l'intérêt de la communauté climatique internationale sur les bassins du Congo. Et enfin, le cinquième objectif pour notre pays, c'était tisser des partenariats susceptibles d'appuyer la RDC dans sa vision des pays solutions à la crise climatique. Il y aura bel et bien élection en RDC en 2023, affirmation évoquée au cours d'un briefing presse du ministère de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, tenu le lundi 28 novembre dernier. Patrick Mouyaya a rappelé la publication samedi dernier du calendrier électoral par le président de la CENI. Du calendrier électoral vient montrer que nous sommes dans la droite ligne. Et aujourd'hui, parmi les contraintes qui ont été listées, le gouvernement, comme je l'ai dit, fait sa part. La CENI avait besoin pour cette année d'à peu près 600 à 640 millions de budget, ou 600. Le gouvernement est déjà à plus de 400-450. Le gros a été donné et d'ici la fin de l'année, parce que malheureusement, nous avons à la fois des contraintes que nous impose cette situation de guerre, nous avons des contraintes au regard de notre partenariat avec le Fonds monétaire international et toutes les questions sociales qui doivent trouver des réponses en même temps. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement a déjà suffisamment montré sa bonne foi pour financer l'organisation des élections. La contrainte la plus inquiétante, et nous espérons que le processus de Nairobi à la suite du mini-sommet de Luanda nous permettra d'y trouver une réponse, c'est la question de la sécurité. Vous avez suivi que les terroristes du M23 avaient saccagé et pillé les matériels électoraux dans le Rutshuru. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont déplacés, qui ne sont pas chez eux. Et donc, lorsque la CENI va commencer le processus d'enrôlement par aire opérationnel, lorsque le moment de cette partie du pays arrivera, je ne suis pas la CENI, mais il serait souhaitable que la CENI ait déjà pris le temps d'avoir ses bureaux réouverts, d'y convoyer le matériel électoral et que les compatriotes qui sont déplacés par 400 000 puissent retourner chez eux parce que c'est là qu'ils doivent être enrôlés, parce que c'est là qu'ils doivent être votés. C'est ici l'occasion d'exhorter encore de nouveau la communauté internationale, parce qu'elle est partenaire au processus, d'user de tous les moyens diplomatiques à leur niveau pour que la situation sécuritaire que nous déplorons actuellement puisse se terminer, parce que c'est là risque évidemment d'avoir une incidence. C'est aussi l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes. Le moment venu, nous pourrons faire une communication conjointe avec le président de la CENI, où il aura l'occasion d'expliquer dans les détails ce qu'il entend par contrainte et comment le processus va évoluer. C'est aussi l'occasion d'encourager toutes les parties prenantes, les sceptiques, de se mettre dans les trains électoraux pour qu'on n'écrit pas 6 mois avant qu'il y a eu ceci, allons au dialogue, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Nous sommes à une année, nous pouvons le faire.
206 personnels de la CENI sont suffisamment aguerris pour prendre en charge le niveau 3 de la formation sur l'ensemble de la capitale, ce après avoir suivi la formation du niveau 2 sur l'opération de la révision du fichier électoral, travaux qui ont été clôturés par le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moïndo Moulemberi. Accompagné de M. Roger Bimouala, membre de la plénière, du secrétaire exécutif national adjoint, Mme Marie-Josée Kapinga, ainsi que du secrétaire exécutif provincial CENI Kinshasa, Mme Anne-Marie Moukoyanzou. Le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo Moulemberi, a clôturé à l'université William Booth la formation des formateurs de niveau 2 sur l'opération de la révision du fichier électoral. Intervenant au nom du président Denis Kadima Kazadi, le rapporteur adjoint a souligné que l'objectif de cette formation a été atteint. La formation du niveau 2 vise essentiellement à capaciter, vous qui êtes les formateurs électoraux provinciaux, de plusieurs enseignements que vous devez également à votre tour aller redistribuer en faveur des formateurs électoraux territoriaux. Au total, 206 participants ont suivi cette session de formation de 7 jours, notamment 31 agents du secrétariat exécutif provincial de Kinshasa, dont les chefs d'antenne et les informaticiens, 21 candidats point focaux juristes, 4 membres du secrétariat exécutif provincial du Maïndomé et 150 candidats formateurs électoraux provinciaux. Le secrétaire exécutif provincial Anne-Marie Moukoyanzo a par ailleurs remercié le nouveau leadership managérial de la centrale électorale conduit par le président Denis Kadima Kazadi pour avoir rendu possible cette session de formation. Elle est certaine qu'au terme de cette formation, les bénéficiaires vont assurer la formation du niveau 3 et superviser le niveau 4 sur toute l'étendue de la ville-province Kinshasa. Autre chose, Horizon 2023, une plateforme politique au sein de l'Union sacrée est déterminée à s'implanter sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. La coordination provinciale de cette plateforme est arrivée au chef-lieu de Calais pour installer le comité territorial. Reportage. Le cadre d'implanter solidement la plateforme Horizon 2023 dans le coin Zérécoin du Sud Kivu et consolider les œuvres du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le terrain, la coordination provinciale de cette plateforme politique et électorale se déployait dans les territoires de Calais le samedi 26 novembre 2022. La délégation venue de Bukavu a été accueillie au chef-lieu du territoire par le comité territorial de Horizon 2023 désigné par le coordonnateur provincial, l'ingénieur Gustave Bagayamukwe Tadji. D'entrée des jeux, la délégation a visité plusieurs ouvrages réalisés par le chef de l'État Félix Tshisekedi, notamment le port de Calais, l'école primaire Iousi et les centres de formation professionnelle de Calais. Après cette série de visites, une séance d'adhésion massive a été organisée dans la grande salle de la Fondation CAFA. Ici, les nouveaux membres se sont engagés à respecter les idéaux de Horizon 2023, d'assurer la réélection de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi et de lui assurer une majorité confortable aux prochaines élections législatives. Notons par l'occasion, le comité local de Horizon 2023 a été présenté officiellement à l'assistance. Pour rappel, Horizon 2023 est dirigé au Sud Kivu par l'ingénieur Gustave Bagayamukwe Tadji, qui est appuyé par un comité de plusieurs secrétaires exécutifs provinciaux. En réponse à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État pour soutenir les forces armées de la République, le parti politique ADES vient d'emboîter le pas, demandant ainsi à la jeunesse de s'engager dans l'armée. La République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda et la mobilisation appelée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi est la solution ultime. Unie, la victoire est certaine. C'est en répondant à cet appel que le parti politique Action pour le développement social ADS du président Blaise Singa a levé la voix pour la joindre à celle de tous les Congolais qui soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. Leader de son parti politique, Blaise Singa s'est dit prêt à contribuer personnellement au développement de son pays. Dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ces jeunes partis politiques partagent le malheur qui frappe le peuple de l'Est
de la République démocratique du Congo en proie à une agression injustifiée du Rwanda. Et il appelle au geste de générosité et de solidarité de tout Congolais. L'occasion choisie pour livrer ce message est la cérémonie de sortie officielle de l'Action pour le développement social, ADS, comme parti politique. Les journalistes et les forces de sécurité appelés à maintenir une bonne collaboration des descentes sur terrain. Ils ont été formés récemment par les experts de l'UNESCO Afrique sur la liberté d'expression et la gestion de l'ordre public. On en sait plus avec Chrissy Lenzo. Les journalistes ont un rôle essentiel à jouer pour témoigner et informer le public sur les mouvements de protestation, sur les causes des troubles et la réponse des pouvoirs publics. Cela devra se faire sans crainte d'être persécuté et en toute sécurité. Mais le constat est que les actions et les comportements de la police à l'égard de la presse couvrant ce genre d'activités dans les 4 dernières années à travers le monde prouvent à suffisance l'importance de fournir une formation policière appropriée. C'est dans ce cadre que l'UNESCO et ses partenaires ont initié des cours destinés aux officiers de la police, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays du monde. C'est aussi dans cette perspective que l'UNESCO RDC a organisé ces 3 jours d'atelier sur la liberté de la presse face aux impératifs du maintien de l'ordre public. En tant que l'UNESCO, on est une agence spécialisée des Nations Unies avec le mandat de promouvoir la liberté d'expression et ses corollaires, notamment l'accès à l'information et la sécurité des journalistes. Souvent, dans les pays, il y a des tensions entre ces 2 catégories, il y a de malcompréhension, malcommunication, et donc c'est important de réunir ces 2 groupes dans la même salle, comme on est en train de faire ici aujourd'hui en RDC, pour que les 2 groupes puissent vraiment communiquer de manière ouverte et faire comprendre quels sont les rôles et les devoirs de chacun de ces catégories. Lors de cette première journée, quelques journalistes ont été associés. C'est dans le souci de construire un terrain d'entente et favoriser des relations respectueuses entre les forces de l'ordre et les journalistes. Alors que le M23 sème la terreur dans l'est du pays, dans la province du Kwilu, c'est un groupe d'assaillants qui opère dans le territoire de Bagata, village de Fatundu, sur le conflit communautaire opposant les Tekeyaka. Ces derniers ont été arrêtés par la police nationale congolaise, commissariat du Kwilu, et présentés au gouverneur de province. Les eaux des assaillants ayant opéré dans les territoires de Bagata, village Fatundu, sur le conflit opposant les Teke et les Yaka, a été présenté au gouverneur du Kwilu, Willy Tshundala. C'est le résultat du travail bien fait de la police provinciale du Kwilu, déterminée à traquer les hors-la-loi qui sèment la terreur dans cette partie du pays. Ces assaillants avaient des armes et munitions pour menacer et confisquer le bien des paisibles citoyens. Dans l'entretemps, les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement congolais ne ménagent aucun effort pour le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national en général et en particulier dans les provinces du Kwango et Maïndombe. Nous tenons à remercier Dieu le Père, le maître d'État et de circonstances. Nous rendons les hommages mérités au président de la République, chef de l'État, pour la paix qui ne cesse de régner. Nous félicitons la police nationale à travers le commissariat